J'enregistre cette vidéo le 2 mars 2023. Alors bon, on se retrouve après une petite eclipse de ma part parce que j'avais une vidéo à préparer, celle que vous voyez en ce moment, et elle m'a demandé quand même pas mal de travail. Alors j'ai essayé de faire un peu plus que la dernière fois, d'agrémenter un petit peu la vidéo de quelques petits clips pour l'illustrer. Bon, la plupart sont en anglais, hein, pour les non-anglophones, de toute façon ils sont très courts, hein, vous affolez pas, ça sera pas envahissant, hein. Alors, donc, un sujet, j'ai décidé de revenir sur un sujet dont on ne parle plus, dont les médias ont très peu parlé, à part pour le discréditer évidemment. Un sujet évidemment lié à l'intervention russe en Ukraine, évidemment. Donc la Russie essaye d'avertir le reste du monde sur la présence de biolabs, de laboratoires biologiques en Ukraine, des laboratoires financés et contrôlés par les États-Unis. Alors, ces labos, selon les Russes, ces laboratoires faisaient des recherches sur le sida, sur les militaires ukrainiens, en faisant des essais sur des militaires ukrainiens. Bon, évidemment, les autorités américaines, dès que les Russes ont sorti cette bombe énorme, les Américains ont nié évidemment les faits, dénoncé la propagande de Poutine, etc. Bon, bien sûr, c'est évident. Le porte-parole du département de la Défense, John Kirby, lui-même a répondu à une question d'un journaliste lors d'une conférence de presse, puisque cette affaire date donc d'il y a 11 mois, hein, j'ai oublié de préciser évidemment. Donc ça fait 11 mois que les Russes essayent d'avertir le reste du monde sur la présence de ces laboratoires, mais que personne ne les écoute, hein, enfin du coup en Occident. Donc John Kirby a répondu en se moquant totalement, en qualifiant d'absurde et de risible, hein, évidemment, ces affirmations des Russes. Et elles sont absolument circulées, il n'y a rien à voir, c'était complètement absurde, complètement farfelu, ça n'avait aucun sens, c'est même pas la peine de discuter du sujet, hein. Hop, circuler, il n'y a rien à voir, on n'en parle plus. Et voilà. The Russian accusations are absurd, they're laughable, and, you know, in the words of my Irish Catholic grandfather, a bunch of malarkey. There's nothing to it. It's classic Russian propaganda. And I wouldn't, if I were you, I wouldn't give it a drop of ink worth paying attention to. Yeah, but can you explain to us has there been any relationship between the? We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. C'est même pas la peine de vous fatiguer, c'est même pas la peine de dépenser de l'encre pour écrire des papiers là-dessus. C'est de totale malarkey, comme disait mon grand-père irlandais. Voilà, ça n'existe pas. Voilà. Mais grâce à Victoria Nuland, on a su qu'on a eu la confirmation que, évidemment, ils existaient bien, ces laboratoires, puisqu'elle a dû témoigner devant le Congrès et elle a été obligée d'avouer et de reconnaître qu'il y avait bien des laboratoires, puisque c'était sur le site du département d'État, sur le site de l'ambassade, on ne peut pas cacher quelque chose comme ça. Donc elle a été obligée de l'admettre. I only have a minute left. Let me ask you, does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can
prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. Victoria prépare l'opinion, hein, dans cet extrait qu'on nous venons de voir, Victoria prépare l'opinion au fait que les Russes vont découvrir les laboratoires. Hein. Évidemment, dans les régions qu'ils contrôlent, vu qu'ils s'y en trouvent, bon, ils vont les découvrir. Et donc elle admet qu'ils existent. Hein. Mais pas plus loin. Donc, le général Kirillov, donc de l'armée russe, a présenté à l'ONU des documents faisant référence à des recherches donc, dans des laboratoires en Ukraine sur le HIV. Des recherches qui dataient de 2019, donc récentes, hein, et qui portaient sur des cobayes qui étaient des militaires en service de l'armée ukrainienne. Mais oui, je le répète, hein, des laboratoires en Ukraine faisaient des recherches sur les militaires ukrainiens. Mais aussi des prisonniers, des toxicomanes et des patients à risque. Voilà. Des personnes à risque. C'est assez vague. Bon, ces documents montrent simplement ce que Nuland a reconnu elle-même précédemment, c'est-à-dire que, oui, en fait, il y a bien des laboratoires en Ukraine qui font des recherches biologiques sur des maladies. Et ces documents montrent aussi une autre chose qu'elle a dit, c'est que les Américains ont essayé d'exfiltrer ces laboratoires avant que les Russes n'en prennent le contrôle. De les exfiltrer, alors, en Pologne, dans les États baltes, en Asie centrale, ils ont essayé, mais malheureusement, trop tard. Donc, sans ces documents présentés par Kirillov, on apprend donc que, selon ces documents, il y avait des recherches sur les coronavirus de chauve-souris depuis 2015. Tiens, c'est bizarre. Donc il y aurait donc 20 000 documents en la possession des Russes qui auraient été donc découverts dans ce laboratoire de Lugansk, de la région de Lugansk, donc nord de Lugansk, qui était contrôlé donc par les Ukrainiens. Du coup, après avoir présenté ce rapport avec ces documents, les Russes ont demandé une enquête du Conseil de sécurité de l'ONU pour savoir qu'en est-il. Faites une enquête pour déterminer la validité, ce que valent ces documents. Est-ce que vraiment c'est du bullshit, hein, de la propagande russe, ou est-ce que vraiment, faites une enquête indépendante, l'ONU. Alors là, les Chinois, la Chine a dit, oui, nous, ça nous intéresse, on est quand même curieux de savoir qu'est-ce que c'est ces documents, est-ce qu'ils sont bien réels, voilà. Nous aussi, on est d'accord avec la Russie, on voudrait une enquête indépendante du Conseil de sécurité pour en savoir le fin mot de l'histoire. Mais l'ONU a refusé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dit non, pas d'enquête. Quand la proposition des Russes est passée au vote, la Russie et la Chine ont voté, mais les États-Unis, bien évidemment, ont dit non. Bon, pas d'enquête. Et les Britanniques ont dit non. Et les Français ont dit non. Voilà, donc pas d'enquête. Voilà, la transparence. Et voilà, donc pas d'enquête. Alors,
Hunter Biden. Alors on sait, alors Hunter Biden a été donc dans le conseil d'administration d'une société ukrainienne qui s'appelle MetaBiota. MetaBiota, qui est une société spécialisée dans la détection et recherche sur les épidémies. Une société ukrainienne. Alors on se demande ce que le fils, à l'époque du vice-président américain, fait au conseil d'administration d'une société ukrainienne de recherche sur les épidémies. On se demande. On aimerait bien à savoir. Alors on apprend donc, que la société MetaBiota a signé un contrat de 18,4 millions de dollars avec une société nommée Black & Veatch et qui se situe donc en Géorgie, donc le pays, et en Ukraine. Et que cette société a signé avec MetaBiota ce contrat, et que ce contrat a été signé via une société de financement fondée par Hunter Biden, avec le gendre de John Kerry, ancien vice-président lui aussi, qui s'appelle Rosemont Seneca Technology Partners. Rosemont Seneca Technology Partners. C'est la société qui a géré donc ce contrat. Société donc fondée par Hunter Biden, qui a géré ce contrat entre MetaBiota et la société Black & Veatch pour gérer ces laboratoires. Alors, voyant tout ça, un procureur un peu tatillon, un procureur ukrainien, un peu tatillon, peut-être un peu plus honnête que la moyenne des procureurs ukrainiens, a décidé de faire une enquête sur cette histoire en 2015. Et là, donc intervention de Joe Biden. Si vous continuez à faire des enquêtes sur les affaires de mon fils en Ukraine, tous ces milliards d'aide des États-Unis qu'on vous a promis, c'est toute cette masse d'argent, vous n'en verrez pas la couleur. Donc débarrassez-vous de ce procureur un peu gênant, et sinon terminez les fonds américains pour le gouvernement ukrainien. C'était Poroshenko à l'époque, le prédécesseur de Zelensky. Et donc Hunter Biden s'est ensuite vanté au Conseil des Relations internationales, le CFR, le Council of Foreign Relations. Il s'est vanté dans une intervention désormais célèbre d'avoir fait virer le fameux procureur. I remember going over convincing our team, or others too, convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over for, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid at the time. Well, there's still, they made... Bon, j'évite la traduction, parce que, bon, la vulgarité du personnage, l'expression à la fin, bon, je la répéterai pas pour mon compte. Je la laisse à Joe Biden. Qui parlait d'ailleurs un peu plus distinctement à l'époque, encore. On sent que depuis, sa capacité d'expression s'est un peu dégradée. En tout cas,
pourquoi le fils du vice-président des États-Unis se trouve au conseil d'administration d'une société ukrainienne. Et qu'est-ce qui est recherché, quelles sont les recherches qui sont pratiquées dans ces laboratoires? C'est une question qu'on est en droit de se poser, quand même. Donc, le 24 février 2022, le président Zelensky prend la décision, on a le document, qui, je l'espère, va s'afficher donc sur votre écran, prend la décision de faire détruire tous les documents relatifs à MetaBiota et à Hunter Biden. Le 24 février 2022, une date étonnante. C'est exactement le jour même de l'intervention russe en Ukraine, du début de l'opération militaire spéciale. Bon, la guerre, elle avait commencé, on le sait, 8 ans avant, hein, en réalité, dans le Donbass. Mais, bon, le jour même, Zelensky décide de faire détruire tous les documents, d'ordonner donc au SBU, le service secret ukrainien, de détruire tous les documents relatifs à MetaBiota, au laboratoire et à Hunter Biden, par conséquent. Et donc ce jour-là, le 24 février, alors là, j'ai un petit extrait vidéo qui est absolument mais fantastique à vous présenter. Si vous ne le connaissez pas, c'est absolument, c'est incroyable. C'est juste incroyable. NBC News, la chaîne, donc la grande chaîne américaine d'info, se trouve, comme par hasard, le 24 février, vraiment, par le plus grand des hasards, se trouve à Kiev. Et avec des reporters, des caméramans, etc., toute une équipe. Et c'est là que se déclenche donc l'intervention. Et ils sont donc à Kiev, toute l'équipe. Et donc ils cherchent à filmer des images spectaculaires des bombardements russes sur Kiev. Voilà. Mais il n'y en a pas, en fait, en réalité, puisque on n'est pas à Bagdad en 2003, où quand les Américains interviennent, ils font un tapis de bombes sur Bagdad. Là, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, ils cherchent une image spectaculaire, et puis ils trouvent un nuage de fumée noire, et c'est une frappe russe. C'est clairement une frappe russe. Voilà, donc on va faire le reportage devant, donc avec en fond, donc la fumée de l'explosion, de la bombe russe, etc. Et puis au bout, alors la journaliste parle avec un ton dramatique, c'est le début de la guerre, etc. Et le caméraman fait un zoom sur l'endroit d'où parle le nuage de fumée. Et là, on s'aperçoit, on voit, et vous allez voir, que, en fait, ça n'a rien à voir avec une frappe russe. En fait, ce sont les agents du SBU, puisque en fait, c'est l'immeuble qui est derrière, c'est l'immeuble du SBU, donc les services secrets ukrainiens, et devant donc l'immeuble du service secret ukrainien, un énorme tas de documents sont entassés, et on voit donc quand ils zooment sur le sac, on voit les agents ukrainiens sortir des sacs énormes de documents et les jeter au feu, conformément à l'ordre de Zelensky. Ces beaux documents reliés probablement au biolab et à Hunter Biden. Enfin, sûrement qu'ils se trouvent à l'intérieur. Et là, hop, vite, on arrête. C'est qu'on s'aperçoit que finalement, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Hop, on s'arrête. Voilà. Good morning, Tom. Ukraine is now under assault by air, land, and sea. In the small hours of the morning here in the capital, people were woken up to the sounds of explosions, followed by sirens. A number of missiles have hit a variety of different military installations here in the capital, including the military intelligence headquarters, which is just 4 miles from where I am standing. Now, 20 miles from the capital is the town of Hostomel. We are now hearing that Russian helicopters are assaulting the airport there. And then just a short ways away is the Belarusian border, according to a former Ukrainian defense minister.
C'est excellent, j'adore cette séquence. Elle est vraiment fabuleuse. C'est vraiment tout y est, quoi. C'est incroyable. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, alors, bon, évidemment, on va suivre un peu hein, des évolutions. Est-ce que ce dossier va réémerger parce que bon, l'ONU a refusé l'enquête, etc. Bon, on verra, mais voilà. Voilà ce qu'on sait actuellement pour l'instant sur cette affaire. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, bah, mettez-moi un pouce bleu. Si vous voulez m'aider, vous avez aussi des liens en dessous de la vidéo si vous voulez m'apporter un peu de soutien, parce que c'est le nerf de la guerre, on en a besoin, parce que bon voilà, c'est grâce à votre soutien, à des gens extrêmement généreux qui m'ont aidé, et que j'ai pu un peu améliorer, essayer de vous proposer quelque chose de différent. La prochaine vidéo, on reviendra un peu sur l'actualité. Bon, là, on a un peu zappé l'actualité, mais il y a pas mal aussi de choses qui se passent. Bakhmout, etc., qui est en train de... Bon, l'étau se referme, hein, le chaudron est en train de se refermer à Bakhmout. Bon, on en reparlera très vite, très rapidement à la prochaine vidéo, enfin, j'espère. Et que j'aurai du temps pour la faire. Et donc, je vous dis merci et bonjour chez vous.